d'aujourd'hui est très très intéressant, l'agriculture d'aujourd'hui et de demain. Moi, j'aimerais aller en arrière en parlant de l'agriculture d'hier, avant d'arriver à aujourd'hui, sachant que l'agriculture d'hier en Côte d'Ivoire, dans pas mal d'autres pays en Afrique, et à savoir l'exportation des matières brutes. Ma question aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont fournis au niveau du gouvernement de Côte d'Ivoire. On a vu dans les zones industrielles, la facilitation, tout ce qui est énergie, eau. Ma question aujourd'hui est dans le programme 2030, 2035, 2040, qu'est-ce qui est prévu concrètement par le gouvernement de Côte d'Ivoire pour passer de cette agriculture d'hier, aujourd'hui, qui est encore une agriculture d'exportation de matières premières vers une agriculture de production locale qui crée de l'emploi pour les jeunes, pour les femmes, qui sont très très importants dans ces secteurs agricoles. Qu'est-ce qui est vraiment prévu par le gouvernement de Côte d'Ivoire dans ce contexte? Je vous remercie. Vous allez à l'essentiel, s'il vous plaît. Ma question est très simple. Je remercie le volume du président. Je suis Mme Bouza Lamour. Je suis membre de la société civile et petite productrice dans tout ce qui est la matière première. Mais ma question est sur le riz. Nous produisons du riz, nous avons plusieurs qualités de riz. Mais aujourd'hui, le riz est bas-fond, mais aussi pour l'autosuffisance alimentaire, donc on parle de sécurité alimentaire, mais aussi la consommation. Mais le riz de bas-fond est moins consommé que le riz d'avant, qu'on appelait le riz BT, le riz local, qui est un riz de meilleure qualité, qui a bon goût et qui est un riz très parfumé. Les populations se tournent vers le riz asiatique et le riz parfumé. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour remettre le riz local, le riz BT au premier plan, pour permettre à la population de consommer plus de produits ivoiriens, donc local, plutôt que de consommer le riz qui vient toujours de l'Asie. Merci. Merci. Je vous dis merci. Grand merci pour tout ce que vous faites pour la région du Toki et particulièrement pour nous les femmes. Nous sommes constitués de 3000 femmes, de 3000 personnes, dont 2500 femmes. Et au milieu de nous, nous avons 60% presque de jeunes. Donc, c'est tout ce que vous passez. Remercier l'ensemble des participants qui ont posé des questions se rapportant à notre ministère. D'abord, Dr Kamara, qui parle d'agriculture d'aujourd'hui et de demain, d'exportation des matières premières brutes. Et quand sera-t-il pour les années 2030-2035? Bien entendu, de notre agriculture, qu'est-ce qui est prévu? Je voudrais tout d'abord vous dire que vous avez parfaitement raison de dire que autrefois, et d'ailleurs, notre exposant l'a si bien martelé, autrefois notre agriculture était portée sur les produits de rente. Parce que lorsque nous avons accédé à notre indépendance, le président Houphouët-Boigny a exhorté les Ivoiriens à travailler la terre et à produire pour soutenir notre économie. C'est ce qui a été fait. Aujourd'hui, lorsqu'on dit que la Côte d'Ivoire est première au niveau mondial en ce qui concerne le cacao, la noix de cajou, la cola, nous sommes aujourd'hui premier producteur africain de caoutchouc. Nous sommes deuxième producteur africain d'huile de palme. Et en d'autres matières,
nous ne sommes pas à négliger. C'était pour produire, pour sous-tendre notre économie. Nous l'avons fait. Mais vous avez également raison de dire que autrefois, nos matières premières étaient destinées à l'exportation. Mais je voudrais vous dire qu'il y a eu des avancées notables dans le processus de gestion de toutes ces affaires-là. Parce qu'au niveau de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, quand je prends par exemple l'huile de palme, vous allez voir que la totalité de notre production est transformée au niveau local. Et je voudrais saluer tous les industriels, tous les producteurs de palmiers à huile qui ont œuvré pour qu'on atteigne cet objectif. Autrefois, on exportait le caoutchouc brut avec nos producteurs locaux et en particulier des Ivoiriens qui se sont engagés à investir en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous avons même pris des textes pour défendre l'exportation du caoutchouc brut. Parce que les unités de transformation disponibles sont non seulement capables de transformer ce que nous produisons, alors que nous sommes aujourd'hui à 1 700 000 tonnes de caoutchouc brut. Mais nous avons des capacités aujourd'hui de transformation de l'ordre de 2 millions de tonnes. Cela veut dire que nos objectifs ont été largement atteints et chaque jour que Dieu fait, je suis interpellé par les transformateurs locaux qui me demandent de tout faire pour ne pas que le caoutchouc brut soit exporté en l'état. C'est un effort qu'il convient de saluer et je voudrais dire bravo à ça. Lorsque vous prenez le secteur cajou, au moment où le président Alassane Ouattara accédait au pouvoir, en 2011, nous étions à 31 000 tonnes de transformation de caoutchouc. Je dis bien 31 000 tonnes de cajou. Aujourd'hui, nous sommes à 334 000 tonnes. Alors, si vous faites les calculs, vous qui avez fait les mathématiques, vous allez voir que c'est plus de peut-être 300 à 400%, 1000%, bon, voilà un grand mathématicien, 1000% de transformation de noix de cajou. Mais mieux, nous avons une capacité de transformation de l'ordre de 400 000 tonnes. Et l'objectif, c'est qu'en 2025, nous soyons capables d'aller à 400 000 tonnes de produits transformés. C'est une politique mise en place par le gouvernement pour inciter les gens à venir investir en Côte d'Ivoire. Quand vous prenez par exemple le secteur cajou, le conférencier l'a dit, nous avons des plateformes mises en place dédiées à la transformation de la noix de cajou. Nous en avons à Korobo, à Séguéla et à Bondoukou. Mais nous entendons envahir toutes les zones de production par la mise en place de ces plateformes où l'État de Côte d'Ivoire envoie l'eau, l'électricité, du bitume et puis des magasins de stockage des produits et même un système de traitement des eaux souillées. Alors l'investisseur qui vient, il n'a que son site pour y déposer toute son usine. Et même quand l'usine arrive aussi, il y a un document que
je délivre pour qu'il soit exempté des taxes. C'est ça la Côte d'Ivoire. Quand on dit que le président Alassane Ouattara a rendu la Côte d'Ivoire fréquentable, c'est ça qui est la réalité. Nous ne bavardons pas, nous travaillons. Mais ça c'est... Qui a coupé mon... Alors, non, ce sont des réalités. On est là, on va voir, ça ne travaille pas. Mais nous travaillons, nous sommes un gouvernement et qui travaille fort. Bon, finalement, je reviens au fondamental. Mon ami, pardon, il faut bien faire des micros là. Les gens ont besoin. Donc, ça, c'est le secteur, bon, donc, noix de cajou. Et figurez-vous, lorsque vous transformez 1 kg de noix de cajou, vous bénéficiez de 400 francs supplémentaires. Ça n'existe nulle part ailleurs. Et ce qui fait même qu'aujourd'hui, les transformateurs ne veulent plus qu'on exporte les noix brutes. Mais pour le moment, on n'a pas atteint notre vitesse de croisière. Mais nous donnons la latitude aux producteurs et aux transformateurs locaux de pouvoir bénéficier de 2 mois d'achat d'anarcade avant qu'on ouvre l'exportation. Ce sont des choses qui existent, bel et bien. Prenons maintenant le cacao. Je vois tous nos amis français, européens, ils sont contents quand on parle du cacao parce que à l'intérieur donc des fèves de cacao se trouve le chocolat que vous aimez tant. Mais le cacao, aujourd'hui, quand le président accédait au pouvoir, on était à près de entre 300 et 400 000 tonnes de cacao transformé. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 700 000 tonnes de cacao transformé et à 1 million de tonnes de capacité de transformation de cacao. Et mieux, nous avons aussi mis en place une politique pour inciter les gens à venir vraiment développer ce secteur. C'est vous dire, madame, que nous ne sommes plus au niveau des produits de rente à l'exportation de la matière brute, mais nous aussi, nous savons fabriquer du cacao, du chocolat et de bien d'autres. Quelqu'un a parlé du riz. Madame Naounou, le riz pété. Mais, madame, ce message, ça c'est maintenant, ça dit c'est révolu. Parce que le riz le plus prisé aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est le riz local. Pourquoi? C'est vrai, vous dites qu'il y a des gens qui n'aiment pas le riz local. C'était à l'époque. Parce qu'en 1970, le président Houphouët-Boigny a fait la promotion du riz. Nous étions devenus autosuffisants en riz en 1970 avec la Soderie. Pour ceux qui avaient encore souvenance de tout ça, on était autosuffisants. Et effectivement, même le manœuvre qui produit ce riz-là, il n'aime pas le consommer, il préférait consommer le riz qui venait de l'Europe. Après, ça a été arrêté. Mais aujourd'hui, la politique que nous mettons en place, tout à l'heure, il a parlé de semences certifiées. Les semences dont nous disposons aujourd'hui pour faire le riz
sont identiques à celles qu'on trouve en Europe, qu'on trouve en pays asiatiques, et ça pousse bien. Parce que hier, j'étais avec des Italiens qui m'ont parlé de riz, et ils ont même dit qu'ils produisent 7 tonnes à l'hectare. Et ils veulent vraiment envahir la Côte d'Ivoire pour nous donner leurs recettes. D'ailleurs, il y a des projets dus et nous sommes en train de travailler à faire en sorte qu'ils nous accompagnent. Je suis allé en Corée pour voir, parce qu'ils sont premiers producteurs de riz, comment eux ils produisent leur riz. Mais la difficulté, c'est que nous, on a la chance d'avoir des terres arables, un plan d'eau extraordinaire, de l'eau partout, nous avons des fleuves, des barrages, des rivières, des bas-fonds, mais eux, pratiquement, ils n'en ont pas. Ils sont obligés de tirer l'eau depuis des distances pour venir jusqu'aux plantations. Le ministre vient de l'Égypte. Je suis allé en Égypte. Parce qu'il faut aller se nourrir de la différence qui vous sépare des autres pour être compétitif. Mais depuis le Nil, on peut tirer de l'eau jusqu'à près de 200 km. Non, j'ai dit 200 km. Là où je suis allé, c'était 200 km. Comme je n'ai pas menti, ça peut aller au-delà. Mais là où j'étais, parce que bon, je ne peux pas aller quand même à 2000 km. Là où j'étais, c'était à 200 km. Donc je suis allé et j'ai vu que des gens ont tiré l'eau. Ils n'en ont pas. Parce qu'il ne pleut qu'une seule fois dans l'année. Or, chez nous, il pleut tout le temps. Aujourd'hui, nous, notre politique, ce n'est pas que est-ce qu'on a des terres arables, est-ce qu'on a la possibilité de produire. Non, ce n'est pas ça. Notre politique, c'est comment maîtriser l'eau. Et le ministre, mon collaborateur, tout à l'heure, vous a dit la politique que nous mettons en place pour faire des canalisations. Quand vous allez au Maroc, on dit, je suis allé, on m'a dit, il y a 2 sortes de boulevards ici. J'ai dit oui. On m'a montré le boulevard où Fouet-Boigny. Il dit, mais il y a un autre boulevard, c'est quoi? Il dit le boulevard de l'eau. Pourquoi? Parce que tout au long des autoroutes, on a fait des canalisations d'eau sous forme de boulevard. Et il y a des bouches qui sont dans des espaces différents à partir desquels on peut tirer l'eau pour aller jusque dans les plantations. Toutes les eaux qui tombent du ciel au Maroc sont recueillies quelque part pour servir d'arrosage au niveau des plantations. Et il va arriver un moment où nous aussi on soit capable de le faire. D'ailleurs, on a commencé. Vous nous voyez souvent sur des espaces rizicoles qui sont irrigués. Donc le riz aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le riz local, c'est le riz le plus prisé. Vous allez voir que d'ailleurs, il y a certains, Bakayoko, le directeur, c'est Karamoko, non? Oui, Karamoko. Voilà, c'est le directeur en charge de la riziculture. Oui, le DG de l'ADRI. Il est là. Il est là. Aujourd'hui, là, si on vous donne le riz local, le riz que vous produisez là, nous, on ne dit même plus le riz local. Ça dit c'est du riz dont la semence est importée, mais qui pousse sur le sol ivoirien et qui donne encore une saveur plus... Je ne sais pas comment qualifier la saveur, mais il n'y a rien de tel. C'est comme le Conan. Le Conan de Bondougou, c'est différent du Conan d'ailleurs. Donc, lorsque le riz, les semences nous arrivent de l'extérieur, on les fait pousser en Côte d'Ivoire, le goût qui en sort est totalement différent du goût que vous avez dans les pays asiatiques et autres. Et si les Asiatiques le savent, ils vont plus nous envoyer les semences. Donc ça, je ne préfère pas en parler. C'est vous dire qu'aujourd'hui, là, ces préjugés sont tombés. On peut produire du riz comme on veut. Adama connaît éclaireur pro-vérité. Vous avez parlé de l'orpaillage, il en a assez parlé.
Monsieur Alain Vox Africa a parlé de l'agriculture sinistrée dont a parlé le DIRCAB. Et donc, on a parlé de croissance, il a parlé de l'intelligence artificielle et quels sont les leviers que nous entendons mettre en place. Mais c'est tout ça qui a été expliqué par le directeur. Lorsqu'on parle d'agriculture sinistrée en 2011, cela est dû au fait de la crise post-électorale. Pendant la crise, tous les outils de développement agricole ont été arrêtés, tout est devenu désuet, on ne pouvait plus les utiliser, il fallait les réhabiliter. C'est pour cela que le président de la République a mis en place le programme national d'investissement agricole première génération, dont l'objet consistait à d'abord réhabiliter tous nos outils de production et puis ensuite produire davantage pour les Ivoiriens, c'est ce qui a été fait. Mais à un moment donné, on a vu qu'on a tellement produit que la production restait entre nos mains. Qu'est-ce qu'il faut faire? On dit maintenant il faut passer à la phase PNIA 2, programme d'investissement agricole de deuxième génération, qui est une déclinaison du PND, mais qui nous permet aujourd'hui de faire non seulement de la production intensive, mais de faire du stockage des produits, parce que vous allez trouver qu'il y a des magasins de stockage, de faire de la transformation et de faire de la commercialisation. Donc, la deuxième génération intègre toutes les chaînes de valeur. Et ça aussi, c'est à saluer. Donc, c'est ça. Quels sont les leviers? C'est tout ça qui constitue les leviers pour aller à notre souveraineté alimentaire, dont certainement on pourra parler plus tard. Et on a parlé d'intelligence. On dit aujourd'hui on fait l'agriculture intelligente. Mais l'agriculture intelligente, c'est une agriculture de précision, avec les outils numériques. Aujourd'hui, là, il y a des drones qui permettent de donner de l'eau à des plants, de donner, comment on appelle ça, d'irriguer, c'est ce que j'ai dit, donner de l'eau, et puis même les médicaments qu'on met, les pesticides, les intrants, tout ça, c'est cette agriculture de précision. Combien il faut pour un hectare d'exploitation pour que ça donne bien? C'est cette agriculture de proposition à laquelle aujourd'hui nous sommes en train d'aller. Donc ça veut dire que la Côte d'Ivoire, tout comme le reste du monde, est vraiment en phase avec toutes ces données. Dans l'année, bon, merci de reconnaître les efforts qu'on fait, mais n'oublie pas aussi qu'on vous a distribué des kits agricoles. En matière de riz, tout a été donné là-bas, puisque c'est moi-même qui étais pour la distribution des kits agricoles en matière de riz, et le manioc a suivi après. En tout cas, mesdames et messieurs, pour l'heure, c'est ce que j'ai pu dire. Les questions que vous m'avez posées, je vous remercie. Vous devez planter 12 millions d'espèces végétales, pharmaceutiques et médicinales en voie d'extinction. Donc pour ça, c'est un projet extraordinaire et je tiens à remercier le gouvernement à ce sujet, car ça va positionner la Côte d'Ivoire en termes de leadership et pour un monde futur, et ça c'est très très important, et je voulais remercier le gouvernement ivoirien à ce sujet. C'était pas une question, c'était simplement un remerciement pour ce projet qui est noble et pour la planète dont on a besoin actuellement. Merci. Les deux autres personnalités présentes. Je suis Charles Billet du groupe Challenge Média France. Monsieur le ministre, les 3 conférences que vous avez venues d'animer, il ressort que beaucoup d'efforts sont faits pour les populations ivoiriennes vivant en Côte d'Ivoire. Alors, de manière simple,
Nous sommes tous sur les réseaux sociaux, nous avons également des familles en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'aujourd'hui, pas de manière définitive, est-ce que vous pouvez rassurer ceux qui, au quotidien, chaque jour, sur les réseaux sociaux, partout, disent que les Ivoiriens ne mangent pas à leur faim? Est-ce qu'aujourd'hui, de manière simplifiée, on peut dire en Côte d'Ivoire qu'en Côte d'Ivoire, on ne meurt pas de faim? Je voudrais pouvoir savoir si on peut rassurer les investisseurs qui veulent venir en Côte d'Ivoire au vu des élections qui arrivent. Merci. Les associations, les collectivités locales et d'éventuels investisseurs. Vos Excellences, je tiens tout d'abord à attirer votre attention, notamment sur votre recherche d'investissement. Aujourd'hui, nous avons une diaspora ici présente, et la diaspora africaine, elle est très forte, mais la diaspora ivoirienne est encore plus forte. Notamment, elle est issue de toutes les ethnies et aussi de toutes les régions. Ma question est de savoir qu'est-ce que vous mettez en œuvre aujourd'hui pour que cette diaspora puisse aller investir en Côte d'Ivoire. Merci. Qui est en fait un petit temps dédié justement à la valorisation de l'investissement dans le domaine agricole et agroalimentaire en Afrique subsaharienne. Je voudrais rebondir sur la question de monsieur de la diaspora. Eh ben, les réponses, nous les avons. Quand je dis nous, c'est le secteur privé et la société civile. L'État, effectivement, pose le cadre structurel, l'État encadre, mais l'État ne peut pas tout faire. J'en parle parce que je suis, depuis maintenant une décennie, depuis plus de 10 ans, engagée de manière concrète dans la valorisation, justement, donc, du Made in Africa, du potentiel, justement, de notre Afrique. Et nous attendons énormément de nos États, alors qu'en réalité, eh ben, dans tous les États dans le monde entier, c'est le secteur privé, c'est la société civile également, à l'instar de ces dames qui sont venues d'un village de Côte d'Ivoire, qui change la donne. Donc en termes de formation, nous on a des solutions pour vous, on est basé ici à Paris et également donc, en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Ça fait rire. Ça fait rire. En tout cas, nous, on est préoccupés par le sort de nos concitoyens qui sont ici. Et c'est à nous de vous demander si vraiment vous mangez. Parce que, d'abord, vous êtes dans un pays qui n'est pas le vôtre. Ici, vous n'avez pas la possibilité d'aller au champ. Et donc, tout ce que vous mangez, vous achetez. Et on voit les gens vraiment souffrir dans les rues. Ils font même de la mendicité pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Nous allons prier Dieu Tout-Puissant que les Ivoiriens ne soient pas concernés par cette vague de personnes-là. Mais soyez rassurés, en Côte d'Ivoire, nous mangeons bien. Bravo! En Côte d'Ivoire, nous mangeons bien. Évidemment, le paresseux peut ne pas manger à sa faim et crier sur tous les toits, pensant que la nourriture va venir tomber dans sa bouche. Lorsque vous travaillez, vous mangez bien. Lorsque vous travaillez, vous mangez bien. Mais vous-même, est-ce que vous avez besoin de poser la question alors que chaque fois que vous venez en Côte d'Ivoire, prenez nos routes de part et d'autre, vous allez voir de la nourriture partout. Aujourd'hui même, on a des difficultés pour commercialiser ce que nous produisons parce que près de 30 à 40% de ce que nous produisons n'arrive pas à la consommation, faute de conservation. Et vous voyez les pauvres femmes qui sont allées au champ, qui ont travaillé, qui ont toutes leurs marchandises là, mais qui ne voient personne venir acheter. Quand par exemple, moi j'ai une marchandise de 500 000 francs CFA, que la personne qui vient acheter vient avec 100 000 francs, il prend une marchandise de 100 000 francs, mais le reste là, on fait quoi avec? Et c'est avec les 100 000 qu'il va sur le marché, il va aller vendre. C'est tout à fait normal que souvent il y a de la surenchère.
Mais s'il a pu prendre les 500 000 francs de marchandises, quand il arrive, ça va réduire le coût de la vie. Mais en Côte d'Ivoire aujourd'hui, on mange bien. Tout à l'heure, on vous a donné. Ce que mon DIRCAM ne vous a pas dit, c'est que nous étions à 11 millions de tonnes de produits vivriers en 2011. Et en 2023, fin 2023, nous sommes à 22 millions 300 et quelques mille tonnes de vivriers. 22 millions. Donc nous avons doublé la mise. Et pourtant, on n'a pas doublé la population. Si on avait dit qu'on a doublé la population, c'est ça qui pouvait poser problème. Mais on n'a pas doublé. Ça veut dire que ce que nous avons produit là, ça est là. Et c'est pour ça aujourd'hui, nous faisons des efforts pour transformer nos produits, pour rendre la nourriture durable. Parce que si vous avez de la nourriture qui pourrit, qui n'arrive pas sur le marché, mais si on a la possibilité de la transformer, mais elle est durable. Donc soyez rassurés, mon frère, on mange bien en Côte d'Ivoire. Ceux qui ne mangent pas à leur faim, soit ce sont des paresseux, soit ce sont des gens qui sont sur les réseaux sociaux qui bavardent parce qu'ils sont payés pour le faire. Mais quand tu es payé pour le faire, bon, évidemment, tu ne peux que dire des insanités sur le compte de notre gouvernement qui travaille déjà. Vous savez, moi, on ne me provoque pas. Et puis, quelqu'un qui a dit, dans un pays, on ne mange pas sans faire. Est-ce que des gens vont venir dans ce pays? Mais la Côte d'Ivoire, tous nos voisins là, ils viennent chez nous. Et ça, tu me donnes même l'occasion de le dire. Vous avez vu ces temps-ci, on a des centaines de camions qui, chaque jour, prennent la destination des pays voisins. Bon, en raison de la loi du libre-échange, on ne peut pas défendre cela. Puisque nos lois au niveau de la sous-région nous imposent de faire de la commercialisation. Donc toute notre nourriture, vous voyez, chaque semaine, ce sont des cargaisons de maïs qui vont au Ghana, de bananes, plantains qui vont au Ghana, qui vont au Mali. Aujourd'hui même, eux-mêmes, ils viennent financer des producteurs au niveau de chez nous pour produire du riz en vue de leur exporter ça. Le maloussou, par exemple, c'est chez nous qu'on le produit. Et ça va en Guinée, ça va au Mali, ça va au Burkina. Donc ça veut dire que la Côte d'Ivoire est un grenier. Il non seulement nourrit la Côte d'Ivoire, mais nourrit aussi les autres de la sous-région, parce qu'on est un pays mais quelqu'un qui ne mange pas. Regarde tous ceux qui sont venus là, tu vois comment ils sont en forme moi-même. Lui, il mange comme un blanc. Moi, je mange comme un Africain. Lui, il mange comme un Africain. Alors, vous ne pouvez pas nous voir et puis dire, on dit à la fin, on est comme ça. Regardez-les tous. Ils sont bien en forme. Voilà, donc venez en Côte d'Ivoire, il y a de la nourriture. Tout ça pour blaguer, mais c'est la réalité. Est-ce qu'on peut rassurer les Ivoiriens au vu des élections qui viennent? Mais pourquoi vous voulez vous faire peur? Madame, nous on a un programme de développement. On a parlé de la vision du président Alassane Ouattara, tel que ça a été prescrit. On a dit jusqu'en 2030. Aujourd'hui, on est en train de préparer la vision jusqu'en 2050. C'est ça la vision. On ne reste pas là pour faire des visions au jour le jour. On fait des projections dans le futur. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'aller à 2020. Vous pouvez venir à votre place, partout. Donc, il n'y a pas de problème, pas de péril en la demeure. C'est ici, quand on est ici, on voit sur les réseaux sociaux, on pense que
tout est en train de se désagréger. Mais en réalité, il n'y a rien. Nous sommes dans un pays de paix. Le président Alassane Ouattara est une sorte de garantie pour notre propre sécurité, une garantie pour ouvrir la Côte d'Ivoire, les portes ouvertes grâce auxquelles les gens viendront investir. Donc, soyez rassurés, la Côte d'Ivoire est un pays fréquentable. Sous d'autres cieux, on parlait de pays infréquentables. Mais aujourd'hui, voilà, toutes les institutions sont en place. Donc, en tout cas, il n'y a pas à se lamenter ou bien avoir peur. Venez, vous allez trouver les portes ouvertes qui vont vous accueillir. Vous avez parlé de boules d'attiéké, de manioc. Vraiment, soyons raisonnables. Que les boules d'attiéké qui arrivent ici, c'est du gaz ou bien de l'air qui est dedans. Bon, si vous-même vous allez acheter de l'attiéké pour envoyer ici, que vous voulez que ce soit de l'air, bon, il n'y a pas de problème. Ou bien vous envoyez les vraies boules, et puis c'est vous qui y mettez de l'air pour vendre aux Ivoiriens qui sont ici. Sinon, nous, en Côte d'Ivoire, les gens mangent vraiment. L'attiéké, c'est l'aliment le moins cher aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et nous avons des usines de transformation. Bon, le garba, il en a parlé, avec le garba, avant le poisson garba. Donc l'attiéké, vraiment, c'est les choses. Mais à un moment donné, comme il a dit, on a reçu 2 millions de personnes pendant la CAN. Mais 2 millions de personnes à nourrir de façon supplémentaire. Donc on a pris des dispositions pour le faire. Et puis, une semaine après, 2 semaines après, on a compris que la Côte d'Ivoire produit tellement de manioc et d'attiéké que si on veut le faire, mais l'attiéké va rester entre nos mains, puisqu'il y a des usines qui sont là pour fabriquer l'attiéké. Or, les Ivoiriens ne peuvent pas consommer de leur attiéké. Donc, on a vite fait de lever la mesure. Donc, ça n'a duré que 2 semaines. Moi-même, je suis allé sur le terrain. Quand j'ai fait le point, je suis allé rencontrer le président pour dire, ah, monsieur le président, si on le fait, on risque d'avoir des problèmes. Les opérateurs qui sont dans le secteur vont tout arrêter, puisque les machines ne fonctionnent plus. Ils ont tellement produit, elles ont tellement produit de l'attiéké que si on n'ouvre pas l'exportation, ça risque de poser problème. Mais le président, un homme sensible, soucieux, et de ses concitoyens qui sont en Côte d'Ivoire et d'ici, a décidé qu'on lève la mesure. C'est ce qui a été fait. C'est pour ça aujourd'hui encore, vous pouvez continuer de disposer de votre attiéké made in Côte d'Ivoire, mais qui est aujourd'hui patrimoine de l'UNESCO. Je voudrais saluer madame pour tout ce travail. Maintenant, si vous dites que le prix a triplé, peut-être que c'est ici que le prix a triplé. Parce qu'évidemment, quand les gens savent que quand vous venez, vous achetez l'attiéké là-bas à 100 francs la boule, que vous venez ici, vous vendez à 500 francs la boule, eux ils disent que c'est 500% de bénéfices que vous faites. Eux aussi, ils connaissent l'argent. Ils peuvent donc en tenir compte. Voilà. Maintenant, le secteur privé. Madame, merci pour votre contribution. Alors, je voudrais maintenant conclure. Merci d'être venu et de voir comment ça fonctionne ici. Merci à leurs excellences, Madame la ministre Ly Ramata, pour sa présence à cette cérémonie. Son Excellence Monsieur Abou Dosso, ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Belgique et auprès de l'Union européenne, qui nous soutient beaucoup et qui soutient aussi le ministère des Ressources animales et halieutiques dans le cadre des accords de pêche. Dire merci à son Excellence Monsieur Ali Touré, ambassadeur de la Côte d'Ivoire auprès de l'organisation des organisations des produits, les produits de base au niveau donc de Londres, un ami de longue date,
Je voudrais saluer son Excellence Isiaka Konaté, qui également est consul général de Côte d'Ivoire à Paris. Saluer son Excellence Monsieur l'ambassadeur Aka Ezoa, consul général de Côte d'Ivoire à Lyon. Son Excellence Athlon Prosper Andy, ambassadeur chargé d'affaires, pour son discours et qui l'a fait au nom donc de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur qui nous a mis au téléphone, empêché. Je ne pourrais pas citer l'ensemble de nos présidents de conseil d'administration et également de nos DG qui tous ont fait le déplacement, les présidents des interprofessions, même mon frère Yassé qui était l'autre jour un peu fatigué. Quand il m'a dit qu'il ne venait pas, j'étais un peu inquiet. Et Dieu lui a donné les forces de pouvoir être ici. Merci d'avoir fait ce déplacement. Les interprofessions sont là, les PCA. Les PCA, les DG adjoints, on vous a déjà cité tous. Mais il ne faut pas oublier, là j'ai la Sogedi qui est là. Merci d'être là. Merci au président, au DG de la BRVM qui est là. Et puis le DG de l'ARE n'est plus là. Il est parti. Il faudra lui dire que je le salue. Et tous ceux qui sont dans la salle, qui n'ont pu être cités, mais sachez que nous apprécions à juste mesure votre présence. Monsieur le président de l'interprofession, oui, levez-vous. Il fait du bon travail. C'est le plus grand producteur de riz en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et lorsque vous goûtez de son riz, vous n'avez plus besoin d'aller ailleurs. Pardon? Merci d'être là. En tout cas, merci à tout le monde. Merci à monsieur le ministre pour sa brillante prestation. Le ministre Kabal qui nous a plongé dans les forêts ivoiriennes et mon directeur de cabinet qui vraiment a fait une belle prestation. Je voudrais saluer nos partenaires techniques et financiers et tous les amis de la Côte d'Ivoire qui se sont déplacés pour venir nous soutenir dans le cadre de ces journées et leur dire combien nous sommes heureux de les accueillir ici. Je voudrais que vous les acclamiez. Mesdames et messieurs, il n'est plus besoin aujourd'hui nous-mêmes de parler de production animale, ressources halieutiques, de production forestière et végétale, puisque nos différents intervenants ont longtemps parlé de cela. Mais ce que je voudrais qu'on retienne en partant d'ici, c'est que la Côte d'Ivoire, face à tous les chocs que nous avons connus, Covid-19, crise en Ukraine et autres facteurs dus au changement climatique et autres, nous avons décidé maintenant de nous tourner vers nous-mêmes pour pouvoir produire pour les Ivoiriens. Et si vous voyez le ministre des Ressources animales et halieutiques se battre pour qu'il y ait de la pisciculture au niveau local, de l'aquaculture, c'est pour éviter que les poissons congelés nous arrivent d'ailleurs et qu'on puisse produire pour nous-mêmes. Si vous nous voyez également en train de nous battre pour produire du manioc, pour produire du maïs, parce que nous avons compris que le blé qui nous servait de fabrique de pain à un moment donné était introuvable à cause de ces chocs exogènes, et nous avons dû donc nous tourner vers nous-mêmes pour produire du manioc, parce que nous avons compris qu'avec la farine de manioc on peut faire du pain, avec la farine de maïs on peut également faire du pain. Donc ce sont des atouts indéniables qui entrent désormais
dans notre volonté d'aller à notre souveraineté alimentaire. La souveraineté alimentaire nécessite que nous-mêmes, nous choisissions d'aller à des productions au niveau local, c'est-à-dire des produits locaux que nous-mêmes, nous avons choisi de consommer et nous avons choisi de produire. C'est ça la souveraineté alimentaire. Sinon, la sécurité alimentaire, ça existe déjà. Nous produisons et le reste que nous n'arrivons pas à combler fait l'objet d'importation. Mais n'importe comment, on a de la nourriture à satiété quand on tient compte de ces deux aspects. Or, notre objectif aujourd'hui, c'est de ne plus nous adonner à des pratiques d'importation de produits et que nous soyons capables nous-mêmes de produire ce que nous voulons consommer. C'est cela qui nous fait courir. C'est cela aussi la volonté affichée du président de la République qui nous a donné des instructions, chacun en ces matières, et nous dire, allez-y, tout ce que je vous demande, c'est de travailler pour nourrir les Ivoiriens. Les Ivoiriens doivent nourrir les Ivoiriens. Et si nous parvenons à nourrir les Ivoiriens, le surplus de production dont nous allons disposer va servir d'exportation pour nous faire de l'argent et soutenir donc notre économie. Donc c'est une agriculture durable. Je voudrais vous saluer, vous féliciter, vous remercier, parce que de mémoire de participants à un salon de l'agriculture, c'est la première fois que nous faisons le constat d'une mobilisation extraordinaire en quantité et en qualité. Parce que quand je regarde tour à tour vos visages, je sais que vous êtes de bonnes personnes qui êtes ici et que vous allez vendre notre agriculture auprès de ceux qui n'ont pu faire le déplacement, mais qui savent que la Côte d'Ivoire est debout. Et vous faisant confiance, sachant combien vous êtes mobilisés pour cette cause, je vous demande de nous applaudir. Je vous remercie. Le Sahara, et tel que vous êtes venus, nous vous invitons aussi à venir massivement à partir du 23 mai jusqu'au 1er juin, prendre part au salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, où vous allez voir la Côte d'Ivoire dans tous ses détails. Et vous allez voir même des éléphants que nous allons envoyer cette année sur le site du Sahara. Ceux qui n'ont jamais vu les éléphants, ils peuvent bien venir. Merci, monsieur le ministre d'État.